l'été. Pour nous, les hommes, avec Ménène. Bonjour à tous, nous sommes au soleil sur la terrasse de nos amis de Télé Monte Carlo pour rendre hommage à l'association sportive de Monaco, champion de France de football de l'an 2000. Les joueurs sont là au-dessus de ce superbe port de Monaco. Ils sont là avec leurs dirigeants autour du Prince Albert. Merci Monseigneur d'être avec nous. On sait que vos apparitions à la télévision sont rares. Nous sommes très flattés que vous soyez présents avec nous pour ce numéro de Téléfoot. Merci. Et Monseigneur, en cette année 2000, est-ce que ce nouveau titre de Monaco vous tenait particulièrement à cœur ? Je crois qu'il tenait à cœur à tout l'ensemble de la principauté, non seulement bien sûr les joueurs et les dirigeants et le staff de l'AS Monaco, mais bien sûr les supporters. Et je crois qu'on a eu une très très belle année et on peut être satisfait du jeu qui a été produit par l'équipe. Par sa ténacité, par sa régularité. Et je crois que non seulement elle a offert un beau spectacle, mais elle a su tenir la distance, comme l'on dit, tout au long de la saison. Président, vous êtes à la tête de l'ASM depuis quasiment 25 ans. Est-ce que ce 7e titre de champion a été facile à conquérir ? Je crois qu'aucun titre n'est facile à conquérir. Ça, c'est, je crois, une réflexion de base. Mais tous les titres sont beaux. Et celui que nous avons gagné est très beau. Celui que nous gagnerons sera encore plus beau. Donc, je crois qu'il faut se situer dans l'action et au moment où nous gagnons un titre. Parce que comparer les titres les uns avec les autres, c'est très difficile. Car chaque titre, ce sont ces moments de joie, ces moments de difficulté. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous savourons pleinement et nous sommes tous très heureux de celui de l'an 2000. Ça a été moins difficile qu'en 97 tout de même. Ça a été plus difficile qu'en 97 parce que je crois que chaque année, il y a beaucoup plus de concurrence. Donc chaque année, c'est plus difficile. Alors pour commencer en image, on va se faire un petit plaisir. On va voir les plus belles réalisations monégasques cette saison. Monaco qui a terminé meilleure attaque du championnat, 69 buts en 34 journées, soit une moyenne supérieure à 2 buts par match. Les voici, ces buts monégasques, pêle-mêle montés par Sébastien Bargnou. Alors si David Trezeguet et Marco Simone ont pris une part prépondérante dans tous ces buts, c'est toute l'équipe, je crois qu'il faut saluer Marco parce que le football, c'est pas qu'un seul joueur. C'est sûr, si on arrive à faire 43 buts, moi et David, il faut surtout remercier l'équipe. Pas mal celui-là. Ouais, un peu de réussite. Claude Puel, dans ce titre de cette année, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir ? C'est le fait d'avoir mené la plus jeune équipe en moyenne d'âge jamais titrée champion de France, 23-24 ans, ou c'est le fait d'être pour la première fois en tant qu'entraîneur champion de France ? Non, je pense que c'est surtout, il faut féliciter les joueurs. On a eu affaire à un groupe talentueux, ça on le sait, mais avec beaucoup de générosité, beaucoup de motivation et beaucoup d'ambition en début de saison. Et j'espère qu'on les retrouvera dans le même état d'esprit l'année prochaine. Un groupe dont on a beaucoup parlé, mais il fallait aller chercher des joueurs comme Contreras, comme Marquez, comme Rhys, comme Fornerud qu'on ne connaissait pas en France. C'est aussi ça la force de l'AS Monaco à travers Henri Biancheri, à travers Jean Petit, qui travaille avec vous depuis 20 ans. C'est l'histoire aussi de gens qui sont derrière depuis très longtemps. Oui, c'est vrai que la particularité du staff, c'est d'avoir beaucoup de fidélité par rapport à l'AS Monaco. C'est vrai qu'il y a eu un recrutement, je dirais, qui a été réussi. Toutes les composantes du club ont participé et je pense qu'il y a eu de très bonnes choses de faites. À l'image de ce but de Rhys, l'un des plus beaux du championnat, Rhys que l'on risque de retrouver avec la Norvège à l'Euro 2000. Marco, vous avez connu le Grand Milan. Est-ce que c'est la plus belle saison de votre carrière ? 21 buts, 15 passes décisives, vous êtes impliqué dans 36 buts, c'est pas mal. Oui, à niveau individuel, c'est sûr que c'est la plus belle saison. Et il ne faut pas oublier qu'est-ce que j'ai fait à Milan, parce qu'il ne faut pas jamais oublier. Mais quand je pense à la saison que j'ai passée cette année, dans l'ensemble, je crois que c'est vraiment la plus belle saison.
Est-ce que vous restez l'an prochain? Oui, j'ai un contrat à honorer de 3 ans. J'espère que ça se passera tout bien jusqu'à la fin. Président, vous avez entendu, a-t-on le temps de savourer ce nouveau titre de champion, que déjà on parle de la saison prochaine et des possibles transferts. Tous les joueurs aujourd'hui sont là, sauf David Trezeguet, ce qu'il sera monégasque l'année prochaine. Vous savez, moi je prends le temps de savourer déjà le titre. Je crois que c'est la chose la plus importante, parce que ça va tellement vite. Et après-demain, on commencera à envisager l'équipe de la saison prochaine. Et après-demain, est-ce que David Trezeguet sera là? Je pense qu'il sera là. Vous savez, je crois que c'est beaucoup trop tôt. Certains joueurs ont envie de nostalgie, de se dire peut-être ailleurs c'est un peu mieux, peut-être ailleurs c'est plus intéressant financièrement. Donc je crois qu'il faut que chacun fasse sa réflexion, il faut que chacun se rende compte de ce qui est ailleurs par rapport à ce qui est à Monaco. Et puis à partir de là, on a toujours le temps de parler ensemble. Et qui va venir? Qui va venir? Oui. Là, je crois que pour le moment, ne vient personne. Ça dépendra des discussions que nous aurons les uns avec les autres. Et si certains d'entre nous trouvent qu'ailleurs c'est beaucoup mieux, nous réfléchirons de savoir si on les laisse aller ailleurs. Et à ce moment-là, on se penchera pour savoir ceux qui viennent. Sophie, bonjour. Bonjour. Vous avez tenu, Sophie, à nous parler du Prince Albert, ou plutôt à faire parler le Prince Albert. Exactement. Moi, j'ai voulu vous faire une petite surprise et je suis allée à la rencontre de personnes que vous connaissez bien puisqu'ils jouent au foot avec vous. J'ai voulu avoir leurs sentiments sur vous en tant que supporter de l'AS Monaco et surtout en tant que joueur, parce que ça, on connaît moins bien. Donc, on retrouvera leurs témoignages à plusieurs moments de l'émission. Mais tout de suite, on commence avec Georges Carnus, l'ancien gardien de l'équipe de France. Écoutez bien. Comment il est, le Prince, quand il joue au foot? Il a une grande forme physique et il est gagneur, il est impulsif, un peu dur des fois, mais ça fait partie du jeu. Il est mauvais perdant? Ah oui, un gagneur n'est jamais bon perdant et lui, il est mauvais perdant. Souvent, il fait un peu la tête lorsqu'on a perdu et ça lui fait pas plaisir. Par contre, quand on a gagné, il est très heureux. Il est vraiment, vraiment passionné. Ah oui, oui. C'est un fanat de football. D'ailleurs, quand tu regardes un match à Monaco, un match professionnel, on voit les réactions qu'il a quand il y a un but qui n'est pas marqué ou quand il y a un bel arrêt qui est fait ou un but marqué. Il est vraiment très, très passionné. Alors, comme ça, on est mauvais perdant. Écoutez, quand on est compétitif ou quand on veut être compétitif en sport, que ce soit en football ou autre, on n'aime jamais perdre. Donc, vous faites quoi dans ces cas-là? D'abord, je m'en prends à moi-même, avant de m'en prendre aux autres. Ouais. Éventuellement. Et puis, ça se traduit par des gestes de dépit ou d'énervement. Bon, c'est calme quand même. Par contre, vous jouez dans une équipe qui s'appelle les Barbadjans, ça signifie quoi? Alors, Barbadjans, c'est une spécialité culinaire de Monaco. Oui. C'est des farcis, si vous voulez. C'est une pâte farcie, soit avec des bleds, soit avec de la viande. C'est bon? C'est un drôle de nom. Ah oui, c'est très très bon. C'est un très drôle de nom pour une équipe. Mais oui, mais on avait voulu à l'époque faire un jeu de mots, faire un parallèle avec les Barbarians, vous savez, en rugby, puisque c'est une équipe un petit peu hétéroclite. Donc voilà, on a voulu faire ce jeu de mots-là avec ravioli connotation frit, locale. Ça veut dire ravioli frit, quelque chose comme ça en fait. Voilà, c'est un petit peu un ravioli. D'accord, merci. Monseigneur, vous avez souhaité revoir 5 grands moments. Cette l'année du titre, la relance de Fabien Barthez et le but de Sonny Anderson. C'est également un beau souvenir. Oui, parce que c'était donc le dernier match et puis on attendait un petit peu notre victoire pour pouvoir célébrer le titre de façon digne. Et là, c'était un but peut-être inhabituel, mais spectaculaire et en tout cas libérateur. Et puis une très belle relance de Fabien Barthez. Passe décisive. Il en a marqué des plus difficiles, Anderson. Sonny Anderson qui a laissé un bon souvenir, je crois, ici. Ah oui, très bon. En principauté. C'est un très très grand joueur. Alors vous nous aviez demandé, Monseigneur, le but d'Evans lors de Liverpool-Bayern 73. On ne l'a jamais retrouvé. Je dois l'avouer, vous nous avez piégés. Alors on va essayer de vous piéger gentiment à notre tour. Oui. On a ressorti des images de la finale de la Coupe de France 1991, Monaco-Marseille. Vous allez regarder votre écran de contrôle. Il y a des mosaïques. Regardez, êtes-vous capable de nous donner le nom des joueurs qui ont remporté cette Coupe de France? C'est difficile, le président peut vous aider. Hein. C'est l'équipe de Monaco 91 qui a remporté la Coupe de France. Oui. Il faudra changer vos téléviseurs. Hein. En plus, il y a un petit peu de soleil dans le téléviseur, il faut dire que c'est pas dans les meilleures conditions que travaille Vous avez Monseigneur. une petite idée, Monseigneur, au président? 2 ou 3 joueurs qui ont participé à l'aventure de 91. Diaz, Passy. Diaz, Passy. Ouais. On va regarder justement la mosaïque, enfin le récepteur sans mosaïque justement, marqué le but. avec la réponse. Regardez, il y a
C'est marrant de revoir cette équipe. Il y a Jean-Luc Ettori, il y a Sonore. Il y a Mendy et Georges Weah. Marcel Dib. Rui Barros qui était là. Rui Barros. On a vu Yuri aussi également, je crois, non? Yuri Djorkaeff. Voilà, Yuri. Et là, c'est Franck Sauzet. Claude Puel et Emmanuel Petit qui étaient à l'époque tout jeuneaux. Alors comme je vous ai parlé de cette finale de la Coupe de France 1991, je vous propose de voir d'ailleurs le seul but du match marqué par Gérald de Passy. Thierry est bien sûr au commentaire. Manuel Moros qui met ce ballon en touche. Passy, Diaz, attention, balle de match et but. Ramon Diaz qui donne à Gérald Passy du pied droit et but à exactement 40 secondes de la fin du match. Voilà, on était un petit peu gêné avec le soleil sur les écrans de contrôle. Président, vous auriez aimé remporter la Coupe de France cette année? Ah oui, mais chaque année. Hein. Ouais. Non, mais cette année, c'était aussi une possibilité qui était la nôtre. Malheureusement, en demi-finale, nous avons perdu chez nous contre Nantes, qui a été le futur vainqueur. Et c'était un plaisir, en tous les cas, que d'avoir tenté notre chance. Et ça fait un peu mal d'avoir raté la finale au Stade de France. Mais c'est la vie du football. On reste dans l'actualité justement de la Coupe de France. Comment vont les Calaisiens une semaine après cette superbe finale livrée face à Nantes? Des Calaisiens qui retrouvaient leur stade Julien-Denis et le CFA. Ils accueillaient Senlis hier. Regardez, près de 5000 spectateurs étaient présents au stade Julien-Denis. C'était la grande fête au village, on peut le dire de cette façon-là. Ce qui est clair, c'est que dans le Nord, l'enthousiasme pour cette formation de CFA se poursuit. Vincent est dans l'équipe de Senlis. Il y a notre ami Sébastien Bargnot qui joue. Hein. Regardez, Sébastien Bargnot qui est l'un de nos assistants, qui a monté ces images et qui joue à Senlis, nous a dit n'avoir jamais évolué devant un stade aussi comble, devant une telle ambiance. Merci Marco Simone de m'essuyer parce que j'ai le front un petit peu mouillé. C'est vrai qu'il fait chaud ce matin à Monaco. On va voir le premier but de cette partie. Il est inscrit après 2 minutes de jeu. Il est signé Milien. Calais va s'imposer 3-1. À l'origine, un bon débordement et un centre de Gérard. Un deuxième but signé Beck en deuxième mi-temps. Le capitaine de Calais pendant la finale, car il faut savoir que le capitaine de Calais, en fait, normalement, en début de saison, c'était Canu. Mais Canu s'était cassé le genou contre Senlis. Et il y a peu de temps, il s'était fait très mal à la rotule, ce qui lui a fait manquer une partie de la saison. Hier, il était à nouveau dans l'équipe. Il était d'ailleurs rentré en Coupe de France. Et c'est lui qui était capitaine hier. Le plus beau but de la partie est inscrit par David pour Senlis. Mais c'est Sedan qui s'incline. C'est Calais, qui s'impose 3-1. Des Calaisiens fêtés comme il se doit, à l'image de Cédric Schill, à l'image de Baron. On est à Monaco, Claude Puel. Un petit peu les deux extrêmes, géographiques et financièrement. J'ai envie de vous demander ce que vous inspire cette formation et l'aventure vécue. Et par ailleurs, j'aimerais avoir un petit mot sur Ladislas Lozano, qui a été beaucoup critiqué par le milieu professionnel, mais qui finalement a quand même réussi quelque chose d'hors du commun, non? Oui, bien sûr, il faut féliciter avant tout cette équipe, bien sûr son entraîneur qui a su la mener aussi haut. Maintenant, c'est vrai qu'il faut avoir aussi un petit peu de mesure dans les propos. Alors exceptionnellement, on a commencé par le championnat de France amateur, mais on verra, c'est promis tout à l'heure, l'AD1 avec une soirée exceptionnelle hier soir pour la relégation aussi bien que pour les premières places. Mais maintenant, la Coupe d'Europe, Thierry. Oui, la Ligue des Champions, c'était les 2 millions du président Núñez. C'est une affaire à suivre. C'est un tremblement de terre en Espagne. C'est un tremblement de terre et on parle également d'un possible départ de Louis van Gaal. Ouais. Nous suivrons ça avec beaucoup d'intérêt. Et la finale est sur TF1 dans 15 jours. Et bien on verra si hier soir, il y a eu le mercredi 24 mai, s'il y a eu des tremblements de terre dans le championnat de D1. Marseille était menacé, on le sait. On va voir ça dans quelques minutes, mais d'abord une page de pub. Vous faites très De Niro comme ça. Pour nous, les hommes, avec Ménène.
Ah ouais, là, Retour à Téléfoot et Sophie, vous avez fouillé dans les archives de la Principauté et vous avez rencontré un proche de son Altesse Sérénissime qui aujourd'hui s'occupe d'un grand hôtel de la Principauté. Tout à fait. Après Georges Carnus, voici le tour d'un de vos plus anciens amis. Il vous connaît depuis que vous avez l'âge de frapper dans un ballon. Il s'agit de Jean-Pierre Siry. Et il vous connaît tellement bien que c'était le seul qui pouvait nous parler de vos défauts. Car comme tout le monde, monseigneur, vous avez des défauts. Ah bah, bien sûr. Quels sont ses plus gros défauts sur le terrain? Ses plus gros défauts Lâchez-vous. Ah oui, je vais lâcher. Après, Faut pas avoir peur. Je vais perdre ma nationalité, mais c'est rien. Mais donc, alors, ça va bien, merci. Il nous en voudra pas. Je viendrai me réfugier à TF1, c'est Voilà, sympa. exactement, les portes sont ouvertes. Non, ses plus gros défauts, bon, je pense que comme moi ou comme d'autres, on n'est pas des techniciens, on aime le ballon, le football. Et je pense que le ballon passera, l'adversaire ne passera pas. Ah. Quels que soient les moyens qu'il faut employer, l'adversaire ne passera pas. Donc ça, c'est quand même une qualité. Il se rattrape quand même, c'est quand même une qualité. Oui. Vous seriez un peu dur disons que je suis viril, hein, toujours correct. Oui, il y a eu des fautes, mais enfin, c'est jamais dans l'intention de faire mal. Bon, rassurez-le, votre ami, il est viré ou pas? Non, il n'est pas viré a le droit de encore. rester. Non, ça va. Enfin, je m'arrangerai avec lui. Vous avez beaucoup de souvenirs en commun, lequel en particulier? Lequel souvenir vous a le plus marqué? Oh ben, on a été aux toutes premières écoles de football, ce qui nous concerne, donc vers le milieu des années 60, je ne vais pas dire exactement l'année, mais oui, on était à l'école de football ensemble, et puis voilà, on a fait nos premiers pas dans le football, même si là, Jean-Pierre a 1 an de plus que moi, mais enfin, on s'est toujours un petit peu suivi dans le football. Vincent, on voit Monaco? Oui, Monaco qui se déplaçait à Saint-Etienne, un déplacement que les Monégasques n'avaient pas effectué depuis 3 ans, puisque Saint-Etienne était jusqu'alors en 2e division. On va voir devant une foule conséquente, puisqu'il y avait près de 40 000 spectateurs hier soir à Geoffroy-Guichard. Claude Puel, j'ai envie de vous demander, quand on est assuré du titre de champion de France, alors que l'on voit le premier but de Valem, Monaco s'est incliné 3-1, quand on est assuré du titre de champion de France, quel est l'intérêt de ce genre de match, par exemple? Qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs? L'intérêt, c'est de garder notre niveau de jeu, de rester concentré. C'est le plus difficile, ça permet de passer les paliers. Bon, ça n'a pas été trop le cas ces derniers temps. Alors on voit le but de Marco Simone. C'est vrai que l'objectif, c'était d'essayer de faire en sorte que David Trezeguet ajoute un marque de façon à lui offrir le titre de meilleur buteur du championnat. Oui, bien sûr, David ou même Marco qui est terminé tout près. Mais bon, pour cela, il faut quand même pas déjouer. C'est vrai qu'on a eu tendance un petit peu à chercher systématiquement David au lieu de jouer. Alors Valem a ouvert la marque à la 12e minute, Marco Simone a égalisé à la 16e, Philippe Christenval a marqué contre Sancan, Saint-Etienne prend l'avantage 2-1 et Saint-Etienne va finalement s'imposer 3-1 grâce à Gaël en 2 temps qui bat Luzzi, le jeune gardien qui faisait ses débuts hier soir en première division. Saint-Etienne s'impose 3-1, Saint-Etienne se qualifie d'ailleurs pour la Coupe Intertoto, mais Robert Nouzaré et ses joueurs ne la joueront vraisemblablement pas, c'est en tout cas ce qu'ils ont affirmé. Et on peut les comprendre quand on voit les résultats des clubs qui ont joué l'Intertoto cette année, à commencer par Montpellier qui est donc descendu en 2e division. Philippe Christenval, vous êtes jeune, vous avez 21 ans, vous êtes de la génération de Thierry Henry, de Nicolas Anelka et vous venez d'être appelé par Roger Lemaire dans les 12 joueurs qui vont aller à Tignes. J'imagine que ça fait plaisir. C'est clair que ça fait plaisir que les sélectionneurs aient pensé à moi. Il vous a dit que vous serez dans les 22 peut-être ou que vous n'y serez peut-être pas? Non, on a parlé ouvertement et il m'a dit les choses clairement. Il m'a dit qu'il me prenait pour le stage de Tignes, mais il fallait pas que je me fasse trop d'idées pour l'Euro. Mais bon, pour moi, c'est déjà une grande chose que de rejoindre l'équipe de France à Tignes. À nos côtés aussi Martin Djetou. Alors vous, Martin, vous avez refusé d'aller à ce stage à Tignes. Roger Lemaire vous l'a proposé, tout simplement, je crois, pour pas revivre un moment terrible. Ouais, je pense que je l'ai dit dans l'équipe et j'ai plus envie de revenir sur ce problème et de laisser faire les choses. Mais ça ne veut pas dire que vous fermez la porte à l'équipe de France quand même. Non, pas du tout. Merci. On va passer à la rencontre. Ce qu'il faudrait expliquer, c'est que Martin Djetou était dans la liste des 26 avant la Coupe du Monde, bien sûr, et qu'il a fait partie des joueurs que l'on a prié de rentrer chez eux. Bien sûr. Et c'est toujours un moment très très dur et très pénible à vivre. Et on comprend un petit peu ce qu'a vécu Martin Djetou à cette époque-là. On va passer à la rencontre donc Lens-Strasbourg. C'est une rencontre où le Intertoto, la Coupe Intertoto était en jeu.
Et les Lensois, pour leur dernière apparition à Bollaert, ont fait un grand match. Tout a été marqué en deuxième mi-temps, alors que Strasbourg a donné chaud aux supporters de Bollaert. Premier but à la 52e minute. Moreira devance la sortie de Debesse sur ce centre de Barul, qui avait remplacé Sikora. 1-0 pour les nordistes. 12 minutes plus tard, but de Brunel et 2-0 pour le Racing Club de Lens. Jolie passe et joli but de Brunel. Et encore 10 minutes plus tard, Moreira réussira le doublé. Moreira qui lui aussi est international espoir, qui aura attendu la dernière journée pour prouver à son public de Bollaert et à la France entière que c'est un grand joueur d'avenir et que lui aussi, il peut faire une très belle carrière. On passe, Thierry, à la rencontre 3 PSG. Ces deux équipes avaient besoin d'un match nul. Paris pour assurer sa deuxième place, synonyme de Ligue des Champions, et 3 pour assurer son maintien. Nous allons au stade de l'Aube et vous allez voir que la rencontre a été très spectaculaire. Les deux clubs ont joué le jeu jusqu'au bout. Dès la 7e minute et devant 18 000 personnes, c'est un record à 3. Boutal frappe et marque, mais M. Kalt n'a pas vu, sans doute à cause du soleil, que le ballon était rentré. Et ce but est refusé. Le dernier match de Bernard Lama avec le Paris Saint-Germain. 17e minute, une faute d'Aliou Cissé sur ce même Boutal. C'est donc un penalty pour 3. Djoukik qui trompe Bernard Lama. 1-0 pour les hommes de Perrin. Une réaction maintenant avec un coup franc splendide de Laurent Robert. Le PSG égalise. Laurent Robert qui avait déjà marqué il y a 15 jours sur coup franc et qui la réédite cet exploit. 1 partout, Hurtebise battu. 36e minute, Christian va aller chipper le ballon là-bas dans les pieds de Gergeski. Un petit numéro, il rentre dans la surface extérieure et Paris mène 2-1. Vous le voyez, les deux équipes jouent le jeu et se défoncent, même si un match nul fait l'affaire des deux clubs. 4 minutes plus tard, 3 à l'attaque avec un centre de Saifi et Djoukik une nouvelle fois qui égalise. 2 partout. Djoukik, un élément important dans l'effectif de l'équipe de Troyes. Et puis bien sûr dans les dernières minutes, les deux équipes lèvent un petit peu le pied, mais c'est normal, la partie a été de toute beauté. Franchement, il est normal qu'en fin de rencontre la prise de risque soit minimale, puisque à ce moment-là, Paris était donc en Ligue des Champions et Troyes sauvé. Troyes donc qui continuera son bonhomme de chemin en première division l'an prochain. Et regardez une image sympa, Thierry, les deux équipes main dans la main en fin de rencontre et dans les vestiaires, les Troyens avec les Parisiens. C'est une belle image du football professionnel. Paris 2e, Troyes 14e. Christian, il est pile 11h30 et nous étions engagés à ne rien dire jusqu'à cette heure-là, mais une conférence de presse débute à l'instant à Auxerre. Daniel Rolland succède à Giroud. Daniel Rolland, nouvel entraîneur d'Auxerre depuis 1 minute. Solution interne donc. Solution interne, normale à Auxerre, j'ai presque envie de vous dire. Daniel Rolland, 55 ans, qui dirigeait le centre de formation, qui a remporté 6 coupes Gambardella, qui a formé Boli, qui a formé Cantona. C'est un remarquable éducateur. Qui avait démarré comme joueur en 1961 à Auxerre, prend donc la succession de Giroud. Giroud qui reste donc manager général du club et qui supervisera bien entendu ce centre de formation. Vincent, les meilleures statistiques de France. Oui, j'allais dire que Giroud n'a plus qu'un bonnet. Celui de manager. Les meilleures statistiques de France, on en parlait tout à l'heure avec Marco Simone, 36 buts, enfin non, 36, vous êtes sur 36 buts puisqu'à travers 21 réalisations et 15 passes décisives. Mais ce que j'ai envie de vous demander, Marco, c'est comment, quand on connaît la valeur d'un joueur comme vous, comment peut-on être passé à côté une saison comme ça a été le cas à Paris et être aussi bon la saison suivante? Parce que c'est pas seulement les qualités individuelles, les qualités comme un joueur qu'il faut faire une bonne saison. Tu as besoin d'une équipe, d'une ambiance, des amis, d'un bon staff technique qui te prépare pour faire une bonne saison. Ça, c'est la chose plus importante. Et après, si tu as des bonnes qualités, il faut un peu de réussir et ça arrive en saison comme ça. L'AD1 sans Nicolin, il va falloir s'y faire. Ça vous rend triste, Président? Oui, c'est parce que c'est un personnage en couleur. Et puis, de toute façon, avec le début de saison de Montpellier, nous sommes tous très étonnés de les voir arriver à la relégation. C'était très surprenant. Ouais. Dernier baroud d'honneur hier soir, Montpellier recevait Lyon, qui visait encore la Ligue des Champions. Guillaume Priou.
Le dernier match de Bernard Lacombe comme entraîneur de l'Olympique lyonnais. On ne sait pas encore qui le remplacera l'an prochain. Dernière rencontre aussi côté Héroltais pour Pascal Baïs. À 36 ans, le défenseur montpelliérain arrête sa carrière. Et c'est son équipe qui va ouvrir le score. Corner et tête de Sylvestre. 1-0 dès la 23e minute. 4e but de la saison pour le défenseur de Montpellier. Sur le ralenti, la tête de Franck Sylvestre. Grégory Coupé n'esquisse pas le moindre geste. Réaction lyonnaise immédiate avec cette tête en retrait de Sonny Anderson et la reprise de l'Aigle. Égalisation à la 28e minute. Un rebond et la demi-volée de Pierre Lègle dans la course. Un but partout. En toute fin de première période, Lyon repart à l'attaque. 44e minute, Tony Vérel pour Anderson sur la droite. Et son centre-tir trompe le gardien montpelliérain. 23e but de la saison pour le Brésilien qui prend alors seul la tête du classement des buteurs. Sur le ralenti, Anderson regarde au centre. Il veut sans doute passer à Vérel. Mais le ballon termine dans les filets. 2-1 à la pause. Lyon mène jusqu'à cette dernière attaque montpelliéraine à la 84e minute. C'est Maoulida qui part sur la droite. Il se replace sur son pied droit et il bat Coupé. 2 buts partout. Montpellier arrache le nul sur son terrain, mais ce score suffit aux Lyonnais pour qu'ils conservent la 3e place du classement. Alors Lyon n'ayant pas gagné à Montpellier, il suffisait à Bordeaux, enfin il suffisait, façon de parler, il fallait que Bordeaux s'impose à Bastia, à Furiani, pour faire des Girondins l'équipe classée 3e de notre championnat et à ce titre l'équipe disputant le match de qualification en Ligue des Champions. On va voir ça en compagnie de Philippe Huy. Bastia-Bordeaux, les Girondins sont qualifiés pour la Coupe de l'UEFA. Ils ont l'ambition de jouer la Ligue des Champions. L'objectif des Bastia est plus modestement de disputer la Coupe Intertoto. Première période dominée par les Bastiais, mais à l'arrivée très peu d'occasions dangereuses. La plus percutante est celle de Jurietti. Pendant les arrêts de jeu, bon tir, mais bien repoussé par le gardien girondin Ulrich Ramé. On revoit cette action. Jurietti qui a réussi à embarquer Bonifel avant de mettre à l'épreuve le gardien. 0-0 à la mi-temps. En deuxième période, Durand sort. Il est blessé au genou. Il est remplacé par Ali Boumnigel. Et sur la première action des Girondins, Jurietti n'est pas content, il attendait un coup franc et finalement c'est Wiltord qui se retrouve tout seul face à Boumnigel, à 1 contre 1 dont il sort vainqueur. Ouverture du score pour les Girondins donc après exactement 58 minutes de jeu et 13e but réussi cette saison par Sylvain Wiltord qui était le meilleur buteur la saison dernière. Frédéric Antonetti n'apprécie que modérément. Mais à 4 minutes de la fin du match, suite à ce coup franc de Jurietti, Prince égalise de la tête. C'est le 7e but marqué par Prince cette saison. Les Bordelais, eux, sont furieux, car avec ce résultat nul, ils perdent tout espoir de jouer la Ligue des Champions. Pavon sera expulsé pour propos incorrects. Sa Belgique aura droit aussi à un carton rouge à la fin du match. Résultat nul 1-1 qui ne fait l'affaire ni des Girondins, ni des Bastiais. Monseigneur, vous jouez au football et vous faites partie des attaquants qui ont réussi à marquer des pénaltys, des tirs au but à Fabien Barthez. On va en voir quelques-uns en compagnie de Fabien, justement. Une belle série. Vous entraînez souvent, Monseigneur? À tirer les pénaltys, non, pas très souvent. Mais bon, là, j'ai eu un petit peu de réussite. Il n'a pas fait exprès là, de laisser passer le ballon. J'espère pas. Je connais 2 Italiens qui se sont cassés les dents sur Fabien, c'est Di Biagio et Albertini, si ma mémoire est bonne, en quart de finale de la Coupe du Monde 98. Et oui. On en a mis un autre, parce qu'il y a une joie plutôt sympa, Monseigneur. Ben oui, parce que quand même, c'est pas donné à tout le monde de marquer un pénalty à Fabien Barthez. Fabien, pour être un petit peu plus sérieux, êtes-vous satisfait de votre saison sur un plan personnel? Plan personnel, non, ça a été une saison en dents de scie. Ouais. Mais bon, c'est une saison où j'ai énormément appris, car j'ai commis quelques erreurs. Et notamment au niveau des blessures, j'avais jamais connu ça. Donc je me suis retrouvé à la mi-temps de Strasbourg, à la mi-temps avec une cuisse dans un sale état. Et j'ai pas voulu sortir. Alors que les docteurs étaient pour ça. Là, on voit quelques-uns de vos plus beaux arrêts. Ouais. Ouais. Donc c'est physiquement que vous avez eu des problèmes. Ouais.
Et finalement, ça m'a coûté pas mal de semaines au repos, quoi. Ouais. Bon, et après, j'ai encore insisté, je suis revenu. Et j'étais pas à 100%, et j'ai voulu rejouer très vite, j'ai voulu tout jouer très vite toujours. Et ça a été pareil contre Athènes, il a fallu que je sorte au bout de 20 minutes de jeu, quoi. On a vu une sortie très spectaculaire, un petit peu comme Ronaldo en finale de la Coupe du Monde. Il y a quand même quelques beaux arrêts. Physiquement, vous êtes bien maintenant? Physiquement, ça va. On va aller se refaire une petite santé à Tignes. Ouais. Mais c'est vrai que bon, j'ai fait quelques petits arrêts, pas mal, ouais, ça va. Alors on voit justement cet arrêt en Coupe de France contre Nantes avec ce rebond, ce ballon capricieux. Et là, vous le sauvez d'extrême limite. Vous étiez gêné par le soleil en plus? Non, pas du tout. Le terrain était très sec et avant le match, on avait arrosé. C'est là où il y avait juste le petit trou, vous savez, où il y a l'eau qui sort là. Ouais. Et il y avait une petite flaque et le ballon, est juste ce jour-là, est tombé là, quoi. Alors Fabien, je sais que je vais me fâcher avec votre président. Oui. Mais on entend dire en Angleterre que vous seriez l'an prochain à Manchester. Qu'en est-il exactement? Qu'en est-il exactement? Mais vous savez, c'est toujours les mêmes rumeurs. Ça fait 4 ans que je suis à l'ASM. Ouais. Et chaque fin de saison, je dois quitter le club. Ouais. Donc... Et je suis encore là. Ouais. Donc j'ai un contrat et pour le moment je suis à l'ASM et les rumeurs, c'est les rumeurs, c'est tout, ça reste là, quoi. Alors je vous donne les rumeurs d'une manière plus complète, Président. Oui. On annonce donc Ulrich Ramé en Angleterre à Monaco et Fabien Barthez à Manchester. Eh bien, je crois qu'il y a des concours de pronostics à organiser. Hein. Ouais. Mais le vôtre. Le mien, je l'ai dit il y a déjà 10 ou 15 jours, c'est que j'annonce moi Fabien Barthez à Monaco et Ulrich Ramé à Bordeaux. Ouais. Mais est-ce que vous avez été contacté récemment par Manchester dans le cadre d'un transfert avec Fabien Barthez? Non, ni récemment, ni l'année dernière. Bon. Voilà. Monseigneur, est-ce que Fabien Barthez est un tel joueur à Monaco qu'il est selon vous intransférable? Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui est intransférable, mais c'est vrai que je pense que l'on souhaite garder Fabien Barthez encore quelques années. Un mot de Claude Puel peut-être? Un mot de Claude Puel, on a lu dans la presse que... Est-ce qu'il y a eu des tensions entre vous et Fabien ou est-ce que c'est le beau fixe sans nuage comme aujourd'hui à Monaco? Je dirais qu'il y a toujours des discussions entre un entraîneur et un joueur. Ça fait partie d'un groupe. Ça sera ni la dernière, ni la première, ni la dernière fois. Et je dirais qu'avec tout joueur, j'ai des discussions sur sa saison. Mais tout ça, ça doit rester interne. Et c'est finalement normal. Tout à fait. Sophie. Allez, on tourne la page. Cette fois-ci, au tour d'Henri Biancheri, avec qui vous jouez régulièrement et qui est directeur technique de l'AS Monaco. On regarde. Alors, monsieur Biancheri, depuis quand vous connaissez le prince Albert? Eh bien, disons que je l'ai vu naître. Je l'ai vu naître en 1958. Alors, il était comment tout petit, quand il jouait au foot? Ça a été toujours un garçon beaucoup plus physique, je dirais, que technique. Qu'est-ce qu'il réussit mieux dans le foot? Dans le foot, c'est un défenseur. Il joue défenseur et je vous dis, il est très physique, il est bon dans le duel. Il prend des coups des fois? Il en donne beaucoup plus qu'il en prend. Ah, on ne connaissait pas comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est sûr. Alors, il préfère quoi, le jeu ou la fête après le match? Je dirais les deux. Je dirais les deux parce que... C'est 100%. Il adore faire la fête avec des gens qu'il aime, avec les gens qui sont proches de lui. Ouais. Mais il adore le jeu aussi et il le prouve chaque fois qu'il est dans le jeu. Alors, quelle réputation vous faites, monseigneur, hein. D'ailleurs, il faut faire très attention parce qu'il paraît que quand on joue avec vous, on peut prendre des coups. Ouais. La preuve, Jean-Pierre François a survécu, si je peux me permettre. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Heureusement. Oh, mais il y a eu, il y a eu une opposition, il y a eu un choc au cours d'un duel, et puis bon, malheureusement... Bah, c'est pas, il y a une cheville comme ça après. Mais qui est Jean-Pierre François, ancien joueur de Saint-Étienne, qui avait également chanté. Qui a chanté Je te survivrai. Voilà. Ou peut-être toujours d'ailleurs actuel chanteur. Restaurateur, je crois. Restaurateur. Oui. Ah, il fait beaucoup de métiers. Voilà. C'est mieux, restaurateur. Ah oui, à Saint-Tropez. À Saint-Tropez. Ah, je sais pas ça. Monseigneur, professionnel, mais enfin, j'aurais aimé jouer à un autre niveau, mais bon... possibilités m'en ont pas été données. Oh, je crains le pire. Au tennis, vous jouez toujours? Je joue encore un petit peu. Tennis, oui. On va voir si vous avez progressé. Oh là là. Je vous ai amené le ballon. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? Pour vous, oui. Ouais. Mais je vais peut-être demander à d'autres de m'aider. Bon. Tu laisses faire? On demande au grand technicien de l'AS Monaco de venir jongler avec... Voilà.
Ah, oui, Prince, monseigneur. Et c'est pas facile parce que vous avez une cravate quand même, Qui vous se êtes en mouille costume, vraiment. Qui se mouille Un joueur de la SM. Allez. Allez. Qui est le meilleur au tennis ballon? Ça, ouais. Facile avec les chaussures comme ça. Avec les chaussures de ville, c'est pas évident. non, ça vous... Mais vous avez le droit à une deuxième chance. Allez. Allez, Sabri. Oui, je pense que Sabri devrait... Allez. En bon capitaine. Voilà. Oh. Ouais. Ah. Ouais. Bah voilà. C'est parfait. Ouais. Moi, je crois qu'on Bravo. peut vous applaudir, monseigneur. Bravo, monseigneur. Voilà. Une nouvelle recrue de En plus, choix c'est pas peut-être facile l'année avec prochaine pour la SM. Il y a quand même pas beaucoup de princes héréditaires Non. qui oseraient Merci beaucoup. faire des jongles pendant une émission de télévision en direct. Monseigneur, bravo. Eh bien écoutez, je crois qu'il nous reste à voir la dernière partie de cette émission et notamment ce qui s'est passé hier soir dans le bas du classement. À tout de suite. Sur TF1, précision, efficacité. Pour nous, les hommes, avec Ménène. Efficacité. Pour nous, les hommes, avec Ménène. Dernière partie de ce téléfoot, nous sommes toujours sur la terrasse de nos amis de Télé Monte Carlo. On les remercie beaucoup de nous avoir accordé l'hospitalité. Et nous allons parler de la fin du tableau avec Pascal, un suspense extraordinaire qu'on n'avait en tout cas jamais connu pour la 3e place de relégable. Oui, suspense haletant puisque 5 équipes sont concernées par la relégation. Nous avons vu 3 qui est sauvée. Reste donc Marseille, Nantes, Rennes et Nancy pour une place que personne ne veut. Celle-là, personne ne la veut. La soirée complète avec Guillaume Priou et Laurent Lachan qui a fait un travail remarquable cette nuit. Les 4 clubs les plus directement menacés par la relégation. Marseille joue à Sedan un match difficile contre le 5e du championnat. Nantes évolue à l'extérieur également contre Le Havre, déjà en D2. Nancy et Rennes reçoivent. Au classement, Nancy est avant cette soirée le 3e club à descendre en 2e division. Rennes et Nantes, 40 points. Marseille, 41 points. Objectif, évidemment, rester en D1 car la D1, c'est super. Premier match, Le Havre-Nantes. Les Canaries jouent en première division depuis 37 ans. C'est un record, mais pour être certain de se maintenir une saison supplémentaire, ils doivent gagner ce soir à l'extérieur. Pour la première fois de la saison, Vairua est titulaire. 26e minute, il est lancé sur l'aile droite. Frappe croisée. Les Nantais mènent 1-0. L'ouverture d'Antoine Sibierski dans la course de Vairua. Le tir de l'attaquant nantais touche le poteau. Parmi tous les clubs menacés de 2e division, Nantes est donc le premier à marquer. À ce moment-là, les Canaries sont certains de rester en première division. Ils sont 12e. Sur le banc marseillais, Casoni et ses adjoints suivent les résultats des autres stades. Ils sont inquiets, Nantes a marqué et Sedan développe comme d'habitude un jeu rapide. C'est soir de fête pour le dernier match de Sedan dans le vieux stade Émile Lalbeau qui sera détruit. Qu'un centre instantanément pour Verschure qui fait plaisir aux 17 000 supporters en ouvrant le score d'une belle frappe du droit. Un centre instantané d'Olivier Quin, une action à une touche de balle à la Sedanaise, dit-on désormais. L'OM est mené 1-0 mais peut encore s'en sortir malgré une défaite. Car Rennes et surtout Nancy n'ont toujours pas marqué. Nancy stagne à cette 16e place, synonyme de relégation toujours. Yves Marchand, le président de l'OM, a le visage fermé. Un corner pour les Marseillais tiré par Dalma, repoussé par Sachi. Pires récupère, glisse à Leroy dans l'axe, frappe de Leroy, à terre, égalisation de l'OM. Un partout pour les Marseillais à Sedan à la 45e minute. L'ex-parisien Jérôme Leroy, venu à l'OM cet hiver, très lucide pour inscrire ce but capital. Il place son ballon dans le coin gauche du but de Nicolas Sachi. Avec ce nul, l'OM est presque sûr de rester en D1. Marseille toujours 14e, mais avec cette fois 2 points d'avance sur Nancy et 1 point d'avance sur Rennes. À Nancy, au stade Marcel Picot, les Lorrains poussent. Ils n'ont pas le droit de perdre s'ils veulent rester en D1. Plusieurs occasions en première période, 45e minute, ce tir de Viard sur le poteau, toujours 0-0.
Et c'est en fait Fabien Coul qui détourne le tir sur son propre poteau. Sur tous les stades, c'est la mi-temps partout. Les équipes doivent faire le point sur les résultats de leurs concurrents. Pour l'instant, avec ce nul, les Nancéens sont relégués. Alors en seconde période, ils continuent d'attaquer. Centre Zéalcino pour la tête de Cascarino. Ouverture du score pour l'AS Nancy-Lorraine. Le Brésilien Zéalcino pour l'Irlandais Tony Cascarino. C'est un classique de cette équipe. 1-0. À ce moment-là, les Lorrains sont sauvés. Ils sont 15e. C'est Rennes qui descend en D2. Quelques instants après le but de Nancy, pratiquement dans la même minute, à l'autre bout de la France, Rennes affronte Metz. Les Rennais ont dû apprendre que Nancy venait d'ouvrir le score. Ils sont alors en deuxième division. Ils quadrillent le terrain pour récupérer le plus vite possible le ballon. C'est Chabani Nonda qui le récupère dans les pieds d'un Messin. Chabani Nonda avec Jocelyn Gourvenec. Gourvenec fauché. Rennes, poussé par 22 000 spectateurs, obtient un très bon coup franc. Paul Le Guen, évidemment, lui aussi est très tendu. Coup franc tiré par Gourvenec sur le poteau. Et Yoann Bigné, très vif, se précipite pour pousser le ballon au fond. 1-0 pour Rennes. Soulagement là aussi. Car comme Nantes, Rennes assure sa place en première division avec une victoire quoi qu'il se passe ailleurs. 1-0 donc pour les Rennais contre Metz. Rennes relégué en D2 pendant quelques secondes jusqu'à ce but de Bigné. Et comme pendant presque toute la soirée, c'est à nouveau Nancy qui est relégué en D2. À noter que toutes les équipes sont sous la menace d'un but. Aucune n'a creusé l'écart. Aucune n'a creusé l'écart jusqu'à la 63e minute. Et c'est justement les Rennais, les premiers à s'offrir une avance plus confortable en marquant un deuxième but par Christophe Leroux. 2-0 pour Rennes contre Metz. Rennes est alors l'équipe la plus proche du maintien avec une marge de sécurité. À Sedan, toujours un but partout entre les deux équipes, mais c'est l'OM qui domine cette seconde période. Car avec une victoire ici, les Marseillais seraient certains de rester en D1. On joue la 72e minute. Robert Pires sur le côté droit. Et son petit centre à ras de terre trouve Bakayoko. 2-1 pour l'OM. 8e but de la saison pour Ibrahima Bakayoko, l'attaquant marseillais. Trompe sans problème Nicolas Sachi, le gardien sedanais. 2-1 donc. C'est cette fois l'OM qui s'offre une marge de sécurité. Marseille est 12e et donc hors de danger. Il n'y a du suspense que sur 4 stades, car à 3, le score de 2 partout entre 3 et le Paris Saint-Germain est satisfaisant pour les deux équipes. Les Troyens font tranquillement circuler le ballon. Le PSG n'a besoin que d'un point pour être sûr de disputer la Ligue des Champions. 3 n'a besoin que d'un point pour rester en première division. Retour à Nancy avec un coup franc qui va être tiré par Lefebvre. Et encore une fois, c'est la tête de Tony Cascarino. 2-0 à la 76e minute. Mais Nancy est alors toujours relégué. 90e minute à Sedan. L'OM mène donc 2-1. L'OM sûr de rester en première division. Coup franc de Quin, tête de Huard à la toute dernière minute. Huard égalise 2 partout entre Sedan et Marseille. Un nul suffisait probablement aux Marseillais pour se maintenir, mais ils vont souffrir quelques secondes encore. L'OM pour l'instant est en D1 au goal average. Nancy relégué pour 2 buts de différence. Au Havre, c'est terminé. La joie des Nantais qui joueront l'an prochain pour la 38e année consécutive en D1. Ils sont aussi heureux qu'il y a une semaine après leur victoire en Coupe de France. Au même moment, Yves Marchand, le président de l'OM, attend avec impatience le coup de sifflet final de Monsieur Bray. Il est dans les vestiaires de partout. Ça y est, les Marseillais savent que Nancy n'a pas gagné par plus de 4 buts d'écart. Ils sont soulagés. Ils restent en première division in extremis. C'est fini aussi à Nancy pour le dernier match de Giroud. Victoire des Lorrains 2-0. Mais ce sont bien eux qui descendent. La tristesse de Bertrand Laquet, c'est la fin du suspense. Nancy jouera l'an prochain en 2e division. Avec Sabri Lamouchi. Sabri, vous avez été champion de France avec Auxerre en 1996, puis avec Monaco cette saison. L'émotion est la même? Oui, pratiquement. C'est vrai qu'à Auxerre, c'était le premier titre, donc il est fort.
Et surtout à un moment où on nous y attendait pas. Là, à Monaco, chaque année, on est prétendant au titre, on joue pour gagner le titre. Cette année, ça a été le cas, donc pour la deuxième fois. Une émotion différente, mais aussi belle. Et bon courage pour la Ligue des Champions. Je crois qu'il est midi, hein, on a entendu les cloches. On a entendu le carillon de Monaco. Et c'est la fin d'une époque du côté du Havre, puisque le président Jean-Pierre Hureau a annoncé qu'il passait la main et l'entraîneur M. Smericki quitte également le club doyen. M. Hureau sera remplacé par Jean-Pierre Louvel et je crois, président Campora, qu'on peut tous tirer un coup de chapeau au président Hureau. Un grand coup de chapeau. C'était un grand président qui rencontrait d'énormes difficultés dans son club parce que faute de moyens, et je crois qu'il nous dit au revoir. J'espère qu'on le retrouvera bientôt. Je pense qu'on le retrouvera dans le monde du football. Le classement final donc, de ce championnat 2000, avec donc Monaco champion de France, le Paris Saint-Germain deuxième. Ils joueront tous les deux la Ligue des Champions. Lyon disputera le match de barrage. Il faudra effacer le souvenir Barry-Bord. Et Bordeaux sera en Coupe de l'UEFA. Et on a vu également les intertotistes, notamment Lens, qui jouera à l'Intertoto parce que PSG n'a pas battu Guignon. Autrement, Lens aura joué la Coupe d'Europe. Et Saint-Étienne ne jouera pas l'Intertoto. Et en ce qui concerne la D2 de l'année prochaine, Nancy, Le Havre et Montpellier descendent à l'étage inférieur. Et Marseille se sauve comme Lorient l'année passée. Deux buts. C'est à moins 2 d'un côté. Score nul, 0 de l'autre. Nous sommes au stadium de Toulouse, Thierry. Toulouse, Le Mans, match deuxième division, avant-dernière journée. Il faut que Toulouse emporte pour accéder à la division 1. Et c'est Pedmas qui met ce ballon dans son propre but. 4 minutes plus tard, Petrovic va permettre au TFC de mener 2-0 à la suite d'une faute sur Marc Libra, qui fait une bonne saison avec Toulouse. Il y avait 35 000 personnes au stadium, comme quoi il y a de la place pour une équipe de rugby et une équipe de football à Toulouse. Et alors qu'un hélico passe, le troisième but de Petrovic, 62e minute de jeu, Petrovic, 3-0 pour le TFC. On va regarder, alors qu'il y a des images de joie très sympas en fin de rencontre dans ce stadium. Toulouse donc qui retrouve la division 1, tout comme Guingamp. Je vous propose de découvrir... Et Lille. Et Lille, bien sûr. Et Lille, c'est une évidence depuis 3 semaines. Un grand bonheur pour Alain Giresse et tous ses joueurs. Je vous propose de voir les autres résultats de la soirée avec la victoire extérieure de Sochaux, de Guignon et de Caen. Alors Lille, Guingamp et Toulouse seront en première division. Et puis en bas de tableau, Amiens, Valence et Louhans-Cuiseaux. Là vous voyez le haut, Lille, Guingamp, Toulouse. En bas de tableau, Amiens, Valence et Louhans-Cuiseaux joueront en national. On passe justement à la nationale rapidement. Pour vous dire que Martigues s'est imposé 3-1 à Istres. Beauvais et Martigues sont en division 2. Lors de la dernière journée, Angers, 3e, recevra Grenoble, 4e. Fabien, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, parce qu'il y a un hélicoptère juste au-dessus de nous. Sophie. Fabien, est-ce que vous êtes... J'ai une question à Fabien, s'il m'entend. Le retour de Toulouse en première division doit vous faire plaisir, Fabien? Non, c'est vrai que c'est vraiment... Non, ouais, ça me fait chier, vraiment. Il est parti. Non, c'est vrai, malgré le rugby, la région toulousaine adore le football. Donc, je pense que Toulouse, la ville, c'est vraiment une très belle ville, une grande ville, et je pense qu'elle mérite un gros club de football. Sophie. Alors enfin, dernier témoignage, Jean-Luc Ettori. D'ailleurs, j'en profite pour dire merci à Antonio qui m'a beaucoup aidé. Alors écoutez ce qu'il pense de vos performances. Aïe, aïe, aïe. Depuis quand vous connaissez le Prince? Je suis arrivé en Principauté le 2 août 75 exactement, donc ça fait au moins 20 ans. C'est vrai que c'est une, je ne veux pas dire une amitié, mais une espèce de respect réciproque qui s'est instauré depuis longtemps. Et après les matchs, il est souvent là pour faire la fête avec vous. Ça, il ratera jamais. Ça, je ne sais pas, il faut demander aux joueurs, moi. Il est sérieux, Non, c'est vrai que bon, il a su toujours fêter avec nous les moments importants du club. Il aime bien ça. Ah, ça, faut lui poser la question. Mais vous pouvez nous dire comment il est après, quand il fait la fête avec vous? Non, mais il est comme le joueur qui a gagné, comme le supporter qui a vu son club gagner. C'est tout, il y a une espèce de folie qui gagne tout le monde. Ça le gagne lui aussi, mais c'est normal, c'est humain. Ouais, et vous l'appelez comment sur le terrain? Monseigneur, j'ai du mal à le tutoyer, moi. Ah, vous dites Monseigneur sur le terrain? Ouais, oui. Non. Parce que, bon, des fois, ça m'échappe. Hein. Je dis Albert, attention à droite, attention à gauche. Ah ouais. Mais
plupart du temps, c'est Monseigneur, ouais. Monseigneur, faites-moi une passe et compagnie. Ouais. Ah ouais. Faut aller vite, mais bon. Et l'hélicoptère a apporté des barbes à Je sais que Jean. vous n'avez rien entendu, on insistait sur le fait que vous aimiez faire la fête. Oui. Donc moi je voulais vraiment savoir si vous préfériez le match ou faire la fête après. Ben, je crois qu'il n'y a pas de... On ne peut pas faire la fête s'il n'y a pas eu un bon match avant. Donc il faut passer par les... C'est les deux ou... Par la compétition, mais vous êtes vraiment par la joute supporter sportive. jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire... Ah bah oui, je crois tard que dans si la on est nuit. supporter, c'est... Quand vous êtes dans la loge, vous vous moquez du protocole. Hein. Ah ben oui, je crois que quand on est dans une enceinte sportive, en train de regarder son équipe préférée, il est difficile de se retenir à la fois en geste de joie ou en geste de dépit. Donc, Monseigneur, vous aviez souhaité avoir des barbes à Jean, eh bien les voici. Vous en avez parlé en début d'émission, on va les manger, on va les goûter d'ailleurs. Et Merci. Sophie, on a parlé de la carrière de footballeur de Monseigneur, carrière peut-être de boxeur pour le président Campora. De boxeur. Ah oui, avec un gros peignoir, qui vient dans la piscine. Oui, c'est vrai. Pas tout de suite, merci. C'est vrai. Cassius Campora. Presque. On va goûter quand même, on va manger. Hein, bah oui, j'espère que vous avez tous goûté. C'est bon, Moi, je goûterai après. Voilà la Là, fameuse je peux image. pas. Voilà, on va voir l'image. C'est vrai que tout à l'heure, Christian Jean-Pierre a essayé de piéger votre majesté. Ben, moi, je vais Oh là vous là. piéger à mon tour. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces superbes images? C'était un grand moment quand même. Et je ne les avais pas vus encore. C'est vrai. Mais on Non. vous en a parlé, Mais la suis sûr. France Oui, entière oui, les a oui. découvertes. Ah oui, parce que nous Nous, ça nous a bien fait beaucoup rire. plu. Hein, ça, je vous assure. Quand on vous a vu en Qu'est-ce que ça peignoir. sera quand Monaco remportera la Ligue des Champions? Ah oui, oui. Ouais. Là, c'est- Peut-être que vous pourriez porter ce joli t-shirt maintenant. Oui, oui. C'est le t-shirt des champions qui est édité en série limitée et qui est réalisé par des jeunes créateurs pour l'AS Monaco. Vous pouvez vous procurer sur le site internet de l'AS Monaco. Voilà, sympa. Ça existe pour les hommes et les femmes. Donc, Président, il y a un trophée chaque année qui est donné lorsqu'on est champion de France. Il est près de vous. Je crois que vous vouliez en faire un don à Monseigneur. C'est un trophée qui a été réalisé et conçu dans notre cellule de communication en ligne de l'AS Monaco et qui représente Monseigneur 2 livres. Ici, nous avons voulu réaliser ces 2 livres qui se lient comme un lutrin. C'est parce que nous avons voulu faire une passerelle entre le sport, l'art et la culture. Et dans le livre du haut, nous avons tout ce qui est traditionnel, le terrain de football. Dans ce qui est en bas, nous avons ce qui est moins traditionnel, c'est-à-dire un terrain de football abstrait, comme on le voit au niveau de nos ordinateurs. Et en regardant cela, c'est un livre interactif. Et dans la culture que l'on trouve habituellement dans les livres, nous avons rajouté aujourd'hui la culture plus moderne qui est le web. Donc vous avez là l'expression la plus moderne de notre cellule de communication que nous appelons AS Monaco Vision One et qui est le premier trophée interactif que nous avons essayé de réaliser avec un objet que nous espérons être un objet à la fois sportif et d'art. C'est avec grand plaisir que le club vous le remet en espérant. Merci beaucoup, Président. Et je répéterai que nous avons fait un tirage limité et qu'il y a 500 exemplaires de cet objet. Et nous sommes très heureux qu'il garnisse votre bibliothèque interactive. Président, bravo encore pour l'AS Monaco. Merci de nous avoir accueillis sur cette terrasse somptueuse. Monseigneur, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. C'était très sympa. Et je voudrais, en vous remerciant et en remerciant tous les joueurs, leur souhaitant de bonnes vacances, puisqu'elles vont commencer pour eux, vous dire que ce soir, il y a le jubilé de Bernard Pardo à Toulon et que Fabien Barthès ne pourra pas y aller. Il est légèrement blessé. Il s'excuse auprès de Bernard et qu'il y aura le 21 mai le jubilé de Laurent Fournier au Parc des Princes. Un dernier mot, Monseigneur, peut-être l'année prochaine, Monaco, champion d'Europe? C'est un souhait, c'est un vœu, c'est un rêve. Mais je ne sais pas si ça sera l'année prochaine ou dans quelques années. En tout cas, nous allons, je pense, tout faire pour être extrêmement compétitifs l'année prochaine. Et j'espère que vous allez revenir pour fêter ça avec nous. Avec plaisir. Avec plaisir. On vous applaudit. Merci, vraiment, merci beaucoup. Et encore bravo à l'association sportive de Monaco, champion de France de l'an 2000. Bon dimanche, bonne semaine, à dimanche prochain. Précision, efficacité. Pour nous, les hommes, avec Ménène.